de l'actualité au Niger, le nouveau président par intérim du parti Lumanafa, confirmé par la justice, est à son tour contesté par le bureau politique du parti. En Libye, 5 médecins ont été tués et 8 autres personnes blessées dans une frappe aérienne contre un hôpital de campagne au sud de la capitale libyenne le week-end écoulé. Et puis au Venezuela, le président Nicolas Maduro a menacé ce week-end des élus qui ont voté un traité de défense interaméricain. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. Le président indien a commencé ce dimanche une visite d'une semaine en Afrique de l'Ouest. Ramnath Kovind se rend au Bénin, en Gambie et en Guinée. 3 pays jamais visités jusqu'à présent par de hauts dignitaires indiens. Un geste politique important qui montre que New Delhi cherche à se rapprocher d'une Afrique occidentale et francophone avec laquelle les Indiens ont des relations très limitées jusqu'à présent. Ce lundi matin, le Bénin, première étape de sa visite, va dérouler le tapis rouge à son visiteur. Honneur militaire, tête à tête, communiqué conjoint et déclaration à la presse au Palais de la Marina. Il se rendra ensuite dans l'après-midi à l'Assemblée nationale où il prononcera un discours devant les 83 députés. Les conclusions de l'enquête officielle sur la dispersion meurtrière du sit-in de Khartoum le 3 juin dernier relancent les controverses au Soudan. Ismaël Altaj, porte-parole de l'Association des professionnels soudanais qui mène la contestation au Soudan, estime que cette publication constitue un choc pour la rue soudanaise et les communautés régionales et internationales. Pour lui, la réalité est tout autre que celle décrite par le rapport. Nous avons rejeté la formation de cette commission d'enquête pour de nombreuses raisons et pour des raisons objectives. D'abord, l'identité des membres de cette commission n'était pas claire. Ensuite, le bureau du procureur avait participé au massacre du 3 juin, donc il n'était pas approprié que le procureur forme une commission d'enquête. Ce qui a été publié aujourd'hui, quant aux conclusions de cette commission d'enquête, est sans aucun doute une forme de choc pour la rue soudanaise et les communautés régionales et internationales. Le rapport a indiqué que le nombre de martyrs lors de la dispersion meurtrière du sit-in le 3 juin était de moins de 90, plus spécifiquement 87 martyrs et 63 blessés, alors que la réalité est tout autre. Plus de 130 morts ont été dénombrés par la Commission centrale des médecins. Au Niger, le parti de l'opposant Hama Amadou en exil vit une turbulence politique. Et pour cause, le nouveau président par intérim du parti, confirmé par la justice, est à son tour contesté par le bureau politique du parti. La crise a atteint son paroxysme ce dimanche après-midi lorsque les députés du parti Lumanafa ont apporté leur soutien à leur leader Hama Amadou déchu. Quelques heures auparavant, des militants ont tenté d'empêcher une conférence de presse du président intérimaire Noma Oumarou. Le matin, il y a eu une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire, a déclaré Noma Oumarou. Certains voient à travers cette crise la main du pouvoir en place. Pour Soumana Sanda, le vice-président n'a plus de qualité à agir au nom du parti Lumanafa. Noma Oumarou s'est défendu pendant près de 30 minutes lors de sa conférence de presse. Cela fait près de 6 ans que je suis à la direction du parti en tant que président intérimaire. J'ai fait près de 2 ans en tant que président provisoire. 8 ans, ce n'est pas que je suis contre Hama, non, j'ai donné ma vie pour lui, a déclaré Noma Oumarou lors de sa conférence de presse. Avec 2 congrès le même jour à Dasso et à Niamey, le parti Faloumana de l'opposant Hama Amadou, selon certains observateurs, entre en pleine turbulence politique. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Justice, Alessi Tambwe-Wamba, candidat du FCC, la coalition de l'ancien président Kabila, a été élu président du Sénat. Il l'emporte d'une courte avance, 65 voix contre 43, pour son adversaire modeste Lukwebo. Le reportage pour plus de précisions.
Pour la présidence du Sénat, le FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila, peut se frotter les mains. Le mot d'ordre de l'ex-président et sénateur à vie n'aura certes pas été suivi à la lettre, mais il n'aura pas manqué de répondants. L'ancien ministre de la Justice, Alexis Mwamba, a pu tirer son épingle du jeu par 65 voix contre 43 pour son adversaire. Un soulagement pour sa famille politique. Et nous avons soutenu Alexis Mwamba parce que nous sommes bien fidèles à notre famille politique, le FCC, et nous restons constants. Maintenant que nous avons la majorité au Sénat, la majorité à l'Assemblée nationale, nous avons les présidents du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Je pense que nos réformes pourront passer facilement parce qu'il y a bien des choses qu'on va corriger pendant ce mandat dans notre Constitution. Du côté du cas adverse, le verdict final laisse pour le grand nombre un goût de déception. Beaucoup déçus. Ce sont les premières mauvaises élections que nous avons organisées depuis que nous avons commencé les élections. Il faudrait revoir la loi électorale. Surtout en ce qui concerne le Sénat, il faudrait que nous ayons une certaine maturité au niveau Sénat. À mon humble avis, 40 ans maximum et avoir exercé certaines fonctions politiques de haut niveau. Pour cette élection, le second candidat pro-Kabila au poste de la première vice-présidence, l'ex-ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, a quant à lui été platement battu par l'ancien Premier ministre Sami Badibanga par 60 voix contre 34. Sur les 7 postes du bureau du Sénat, le FCC en a remporté la moitié plus 1, soit 4. 5 médecins ont été tués et 8 autres personnes blessées dans une frappe aérienne contre un hôpital de campagne au sud de la capitale libyenne le week-end écoulé. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, Lamine Al-Hachemi. L'hôpital de campagne situé dans le secteur de la route de l'aéroport a été visé par un raid aérien, tuant 5 médecins et blessant 8 autres personnes. Les ambulances et les hôpitaux de campagne près des zones de combat au sud de Tripoli, en Libye, sont fréquemment la cible de frappes aériennes que le gouvernement d'union nationale attribue aux forces du maréchal Khalifa Haftar. D'après le porte-parole du gouvernement, c'est l'aviation de Haftar qui a bombardé l'hôpital. La frappe était directe contre l'hôpital qui était bondé d'équipes médicales. Mais les pro-Haftar n'ont pas revendiqué cette frappe. L'homme fort de l'Est libyen mène depuis avril une offensive pour conquérir la capitale où siège le gouvernement d'union nationale. Mais après près de 4 mois d'affrontements meurtriers, les forces pro-Haftar ne progressent pas de manière significative, freinées par une résistance féroce de la part des forces loyales au gouvernement d'union nationale. Le 16 juillet, l'hôpital de campagne d'Al-Swani, à 25 km au sud de Tripoli, avait été visé pour la 2e fois depuis le début des combats meurtriers autour de la capitale. 3 médecins et un ambulancier avaient été blessés. L'Organisation mondiale de la santé et des organisations humanitaires ont à plusieurs reprises appelé les 2 camps à épargner les infrastructures et les personnels médicaux. Les combats aux abords de la capitale ont fait 1093 morts et 5752 blessés, ainsi que plus de 100 000 déplacés depuis le début de l'offensive du maréchal Haftar, selon un dernier bilan de l'OMS. Hors du continent africain, le président vénézuélien Nicolas Maduro a prévenu ce samedi qu'il était prêt à faire arrêter des élus du peuple. Il s'agit des partisans de la réincorporation du pays dans un traité interaméricain de coopération militaire approuvé par l'Assemblée nationale, contrôlé par l'opposition. Le chef de l'État vénézuélien a lu devant l'assistance le jugement de la Cour suprême de justice. Cette dernière a annulé vendredi l'accord législatif voté par les députés et qui prévoit le retour du Venezuela dans le traité interaméricain d'assistance réciproque, TIA, duquel s'était retiré le Venezuela en 2013. En effet, l'Assemblée nationale, seule institution contrôlée par l'opposition au président Maduro, avait voté le retour du pays dans l'accord mardi.
La décision des élus de faire rentrer le Venezuela dans le TIAR s'inscrit dans le cadre de la campagne de Juan Guaidó pour chasser du pouvoir le président chaviste qu'il considère comme un usurpateur, estimant que sa réélection en 2018 était frauduleuse. Des Vénézuéliens ont manifesté en soutien au gouvernement de Nicolás Maduro à l'édition 2019 du Forum de Sao Paulo et contre les sanctions américaines. Nous, les Vénézuéliens, demandons toujours la paix et maintenant plus que jamais. Nous soutenons notre président constitutionnel, Nicolás Maduro Moros, dans la rue, aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes ici pour montrer au monde ce qui se passe réellement au Venezuela et pas ce que les entreprises internationales disent, les mensonges à propos de notre pays. Nous sommes ici pour défendre notre nation. Je soutiens le processus de la révolution et j'accueille favorablement le Forum de Sao Paulo. Je vais faire ma part pour que la révolution soit soutenue. Les États-Unis, principal soutien diplomatique de Juan Guaidó et signataire du TIAR, n'exclut pas une intervention armée pour chasser Nicolás Maduro, soutenu par la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et Cuba. On retrouve cette fois-ci Claire Stéphane Sacramento pour la revue de presse Afrique. En espérant que vous avez débuté en beauté votre semaine, voici la revue de presse africaine. Nous démarrons par les nouvelles du Cameroun avec le messager. Crise anglophone, comment la guerre a décimé la filière banane. Le jour, filière banane, la difficile relance de la production à CDC. Essigan, mutinerie dans les prisons, les misères des gardiens de prison accablent le Minjustice. L'essentiel nous propose comme titre Boko Haram, 10 ans de sale guerre. Défis actuels affiche à sa première page, crise anglophone, 6 000 écoles fermées, 6 000 enfants déscolarisés. Puis l'intégration Cameroun, boulimie sexuelle sur la toile. Les nouvelles du Togo très rapidement avec Togo Matin, présidentielle 2020. À l'UFC, la candidature de Faure Gnassingbé n'est pas une préoccupation. Quant à Liberté, il préfère se pencher sur la décentralisation. Lomé, victime de la rapacité du RPT Unir, le gouvernement pour coiffer les maires de l'opposition. Du côté du Burkina Faso, le quotidien porte la voix du pays. Mouvement patriotique pour le salut, le MPS de Augustin Lauda se situe résolument dans le camp de l'opposition. L'Express du Faso, autant le dire, terrorisme au Burkina, faut-il fermer les yeux là-dessus? Le sursaut à présent du côté de la Côte d'Ivoire, bataille au sommet de l'État, voici ceux qui menacent le pouvoir de Ouattara. Révélation sur le réseau. Le bélier intrépide, meeting de l'opposition, Oufoué Lazare, VP du PDCI RDA, catégorique. La Côte d'Ivoire a besoin d'être libérée. Assoua Abdou, FPI Pro-Gbagbo, le rattrapage ethnique a infiltré toute l'administration. L'essor de nous écrire hommage au président Ouattara, Ferkessédougou, démonstration de force du RHDP. Le jour plus, hommage au chef de l'État à Ferké, le film d'une mobilisation phénoménale. Nous passons à présent aux nouvelles du Sénégal avec Sud Quotidien. Pierre Moussa Daor, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, la succession de Tanor présage d'un séisme politique. Quant à l'As, on peut lire à sa une lutte, Modulo met son adversaire KO. Le roi Eumeu à terre. Toujours dans le même sillage, Vox Populi propose le coup KO de Modulo qui a failli être fatal à Eumeu. Un clin d'œil à présent à Stade, jeu des Lions, échec en finale de la CAN. Faut-il renforcer le staff de Cissé? Puis le quotidien numérique, RDC, les élections sénatoriales divisent le FCC. Ce sera donc tout pour ce rendez-vous des actualités africaines. Merci d'avoir été au rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.